Alors, je ne vais pas passer les minutes qui me sont consacrées à faire le récit, qui pourrait être d'ailleurs très intéressant, du fonctionnement de la justice au cas par cas sous la Révolution nationale ou bien sous la Libération, puisqu'on m'a donné comme sujet 40-47. Moi, j'irai jusqu'à 50-53, c'est-à-dire aux lois d'amnistie, me semble-t-il. Même si ces procès sont très intéressants, je les ai étudiés dans ma jeunesse au moment de ma thèse. Parce que les procès les plus retentissants, comme ceux frappant les simples opposants au régime de Vichy, sont très passionnants, soit par leur dimension de politique générale, soit par les attitudes des uns et des autres à l'intérieur de ces procédures. Par exemple, le procès de Riom, qui visait à rendre responsable de la défaite le Front populaire, avec Léon Blum évidemment, notamment, principalement, et qui visait aussi, je crois, à effacer le souvenir du maréchal Pétain, ministre de la guerre, quelques années précédemment. Parce que je pense que c'était des raisons fondamentales qui ne concernaient pas tellement des hommes, mais des événements. En fait, l'affaire s'est enlisée, et ça permettait justement de voir quelle était l'utilité d'une juridiction d'exception. Pourquoi, par exemple, aussi une certaine mansuétude lors du procès Pétain? Est-ce que c'est parce que le président Mornay de la Haute Cour avait prêté serment au maréchal pour sa nomination? Ou bien est-ce que c'était parce qu'on le considérait quand même encore ici ou là comme un certain protecteur de la France, comme l'avait été De Gaulle de son côté, non, sur l'idée du bicéphalisme de la résistance et de la libération? Pourquoi, au contraire, Laval a été maltraité? Parce qu'il était sans doute trop pro-allemand, ou parce que simplement il disait les choses plus simplement et de manière trop germanophile? Tout ça mériterait des débats intéressants et en examinant exactement leurs paroles à l'occasion de ces procès et quelles étaient les réquisitions. Pourquoi, autre question que pose la justice de cette époque, les intellectuels ont payé en général très cher, notamment les écrivains et les journalistes? C'est moi, je suis désolé. Pourquoi à la Libération, les intellectuels, écrivains ou journalistes, notamment, ont payé cher en général leur engagement auprès de Vichy et pas les chefs d'entreprise? La commission qui est chargée spécialement de juger les affaires économiques est très peu étudiée. Je crois pourtant qu'il me semble que l'argent est presque aussi important que l'engagement idéologique. À moins que l'on considère que l'idéologie, c'est plus dangereux que l'argent. Je n'en suis pas absolument sûr. Autre question qu'on pourrait se poser, c'est comment se comportaient les juges des sections spéciales face aux prévenus communistes, mais aussi parfois les avocats honnêtes qui les défendaient. Je pense à un nom qui n'est pourtant pas dans cette catégorie, qui s'appelle Maître Izorni, qui défendait avec courage des prévenus communistes, ce qui n'était pas tout à fait sa tasse de thé. Donc les choses sont complexes, sont compliquées, et mériteraient d'être approchées de près, même s'il s'agissait de prévenus communistes, le tout venant, disons. Je vais simplement essayer de me limiter à quelques observations sur le fonctionnement de la justice durant ces deux périodes, 40-45 et 45-47-50. Mais aussi, bien sûr, sur la responsabilité des juristes, que je crois très engagés, et sur celle aussi des historiens. En premier lieu, donc, deux observations préalables concernant les historiens, parce que jusqu'en 1970, à ma connaissance, Vichy n'a pas beaucoup existé dans la littérature des historiens. Pas beaucoup. Les ouvrages dominants, du moins ceux que l'on lisait à l'université dans les facultés de droit, je m'entends, c'était Robert Aron, qui n'était pas un historien extraordinaire, et René Raymond, qui était vraiment, chez nous, un livre de chevet, dans son bouquin notamment « Les droits en France ». Deux volumes qui sont consacrés aux droits en France, avec, sauf erreur de ma part, mais j'ai relu plusieurs fois pour le trouver, pas un mot sur l'antisémitisme et pas un mot sur l'anticommunisme. C'était pourtant des articles de foi sous le régime de Vichy. Quant à la répression judiciaire de Vichy, alors que René Raymond était un politiste et ensuite président de la Fondation nationale de sciences politiques, la répression judiciaire de Vichy, pas un mot a été classé par pertes et profits. Après 1970, il me semble que
c'est la littérature anglo-saxonne et qui a provoqué une perturbation dans le monde des historiens français. Le livre de Paxton, le livre de Jackson, le livre de Hofstad et Hoffmann, etc., qui ont travaillé pour une part sur les archives allemandes, ont fait un certain scandale chez les juristes. Et on va rejoindre les juristes. Je me souviens parfaitement dans ma faculté de droit, où j'étais un jeune maître de conférence, combien des collègues poussaient des cris d'horreur à l'annonce de la sortie du bouquin de Paxton, je crois que c'est en 1973, si je ne me trompe pas. C'est inimaginable. Rétrospectivement, je ne comprends vraiment pas ces réactions, et pourtant elles ont été très fortes, comme celle, par exemple, d'ailleurs, contre Henri Rousseau, lorsqu'il a commencé à parler de la justice sous les colonies. Parce qu'il faut aussi, je pense, penser à l'ambiguïté de la justice coloniale de l'après-guerre. Parce que, là aussi, après le drame de Vichy, on a assisté, comme si on avait été incapable de tirer la moindre leçon, à une justice, une épuration des anticolonialistes avec des méthodes quasi équivalentes pour la crise de Sétif, par exemple, et après le bombardement d'Haiphong. Dans les deux cas, la répression a été tout à fait étonnante. Par exemple, pour Sétif, 93 peines de mort, même s'il n'y a eu que 28 exécutions. Pourquoi cette prudence? Et je me suis posé la question dans la période jusqu'en 70, et pourquoi les controverses encore jusqu'à aujourd'hui? D'abord des raisons politiques qui me paraissent évidentes. Le nombre de résistants en France est infime. 3, 5, 10%, non pas des résistants, mais des gens qui auraient collaboré avec des résistants. Les authentiques, ça ne fait pas beaucoup dans une population. C'est à la fois logique, naturel, et quand même désespérant pour l'histoire d'un peuple. Mais je pense que les mêmes événements se reproduiraient aujourd'hui, les choses seraient strictement identiques. Donc cette opprobre qui peut peser sur un peuple tout entier n'est pas cultivée par les politiques, évidemment. À la Libération, il y a eu aussi, pour les gaullistes comme pour les communistes, une sorte de priorité qui a été l'unité nationale, la réconciliation et l'accord des partis de la résistance, sur lequel tout le monde a travaillé plus ou moins, que ce soit vis-à-vis des problèmes que posaient les Américains, vis-à-vis du gouvernement français et du régime français, que ce soit pour les gaullistes notamment, ce qui apparaissait comme une menace, la menace soviétique. Dans les deux cas, il y avait une sorte de compromis ambigu pour réconcilier le plus largement possible les Français. On le voit d'une autre manière, cette idée, dans le MRP, avec Pierre-Henri Tedjen, qui était ministre de la Justice, et qui a travaillé à récupérer électoralement les électeurs de Vichy, puisque la droite n'avait plus beaucoup de représentation. Et donc là aussi, il fallait jouer un jeu très prudent et très modéré pour récupérer, pour ramasser ceux qui pouvaient l'être. Et puis il y a eu la protection des grands corps de l'État, très solidaire, très corporatiste. Il me semble que le personnel politique, comme le personnel économique, comme le personnel de la justice, comme l'armée, ont pu être solidaires malgré tout ce qui les avait divisés. Et je me souviens dans les mémoires du général de Gaulle, une phrase qui m'a bien intéressé, la première rencontre de Gaulle avec le patronat, je crois qu'il était encore à l'hôtel de ville de Paris, et disant aux représentants du patronat français pour cette première rencontre, « Bonjour messieurs, on ne vous a pas beaucoup vu à Londres ». Je pense que de Gaulle avait peu d'estime pour ce patronat, mais néanmoins, il s'agissait de négocier, puisqu'il s'agissait aussi de la reconstruction, et que la reconstruction avait des exigences. Et donc je crois que dans la grande majorité de notre pays, comme je crois à chaque époque d'ailleurs, on le constate actuellement notamment, il n'y a ni véritablement une masse de collabos, ni véritablement une masse de résistants. Pour beaucoup de gens, je parle notamment dans la région, je ne sais pas si je serai couvert par les historiens qui connaissent bien l'histoire locale, la question majeure était le ravitaillement.
et c'était une obsession pour tout le monde parce que la région était peu favorable à un ravitaillement local, même si pourtant à l'époque il y avait encore une vallée du Var. Et finalement, les raisons élémentaires du quotidien l'emportaient sur toutes les grandes causes qui pouvaient opposer les Français entre eux, et même les Français et les Allemands. Et puis il y a des raisons idéologiques. D'abord, je crois que le racisme est une constante dans toutes les populations du monde, y compris la nôtre aujourd'hui. Le racisme qui explique beaucoup de réactions épidermiques, beaucoup de réactions quasi toute différence est source d'un phénomène racial. C'est la différence entre un artiste et un juriste, par exemple, parce qu'on ne s'habille pas de la même manière, parce qu'on n'a pas le même style. C'est le racisme, bien sûr, contre les Juifs, contre les Arabes, contre les Noirs et contre les Blancs de la part de ceux d'en face. C'est toujours, je crois, un phénomène tristement naturel. Dès qu'il y a différence, il y a rejet. Et donc, bien entendu, on s'en est donné à cœur joie à cette époque. Je pense aussi que les historiens résistentialistes n'ont pas été très nombreux, à ma connaissance du moins. Du moins les historiens qui avaient une audience suffisamment large pour influer sur l'opinion. C'est une rencontre que j'ai eue avec l'historienne d'aujourd'hui, Lacroix Rize, qui vient de sortir un énorme bouquin, une énorme somme sur la non-épuration en France, en 2019, et qui a travaillé sur les archives, dont elle donne une liste conséquente à la fin de son bouquin, et qui me dit notamment qu'elle n'est pas en position facile quand elle manifeste de telles analyses qui débouchent sur la non-épuration à la libération. Et puis il y a eu les historiens complaisants en faveur de Vichy, et qui ont eu l'avantage d'appartenir à la presse large et à la diffusion importante dans des maisons d'édition plus efficaces que celles des universitaires. Par exemple, l'ouvrage sur l'épuration sauvage, le terme veut bien ce que ça veut dire, et qui, en gros, ne contestait pas la justice vichiste. Le grand argument de ces ouvrages sur lesquels j'ai rejeté un coup d'œil, c'était qu'ils ont additionné pour mesurer les épurations de la libération, de la résistance, pardon, les exécutions, les actes de guerre des années 43-45 et les actes de la justice post-victoire des Alliés à partir de 45. Et je crois qu'évidemment, le total ne donne pas tout à fait la même chose que si l'on se contente si l'on sépare la justice officielle de la libération après la constitution du comité provisoire et du gouvernement provisoire, et les actes de guerre. Et globalement, finalement, le résultat de ces thèses qui s'opposent, c'est dans l'opinion, notamment de la jeunesse, quand elle en a une, ce qui n'est pas sûr aujourd'hui. J'ai interrogé des étudiants à la fin de ma carrière de relations internationales, Bac+2, sur quels étaient les belligérants de la Deuxième Guerre mondiale. Ils n'étaient pas capables de me le dire. Si ce n'est qu'ils assimilaient d'un côté les Allemands et les Russes, et de l'autre les Américains et les Anglais. Ce qui me montre que la contamination des esprits, c'est le résultat d'un climat général. Les juristes, par contre, me paraissent avoir une responsabilité bien plus grande, car ils ont été sur le terrain et pas seulement dans la littérature universitaire. Le président Mazot, président de la Cour de cassation à la Libération, a déclaré le 16 octobre 1944, quand j'ai retrouvé cette phrase, je n'en revenais pas, je cite, « L'immense majorité des magistrats a courageusement résisté ». Discours du 16 octobre 1944, tout est dit. Il n'y a même plus besoin de s'interroger sur le problème de la justice en France. L'immense majorité a courageusement résisté. En oubliant, même si ce n'est pas tout à fait démonstratif, que tous devaient prêter serment au maréchal Pétain et qu'un seul a refusé, le juge Didier, contre 2 en Allemagne. Le chiffre est à peu près équivalent. L'un des 2 juges allemands qui avait refusé de prêter serment à Hitler
est venu faire des enseignements à la fac de droit de Nice et j'ai pu le rencontrer à l'époque. Et il m'avait dit qu'il avait eu beaucoup de difficultés pour être réintégré après la fin de la guerre. Les procédures ont été très longues et qu'il a duré quelques années hors de tout poste dans la magistrature allemande. Je ne suis pas sûr que le juge Didier, je ne sais pas ce qu'il est devenu par la suite, ait été réintégré beaucoup plus facilement. Les avocats aussi ont fait de grands efforts en faveur de Vichy. Au Conseil national, ils étaient très nombreux. C'était une profession particulièrement recherchée. Et tous les juristes ont été largement utilisés dans les institutions de régime de Vichy, que ce soit au niveau local ou que ce soit au niveau national, y compris à Nice. Je pourrais en citer quelques-uns qui appartenaient aux délégations spéciales nommées par Vichy, y compris des représentants de l'Institut d'études juridiques, que je connaissais bien puisque c'est l'ancêtre de la fac de droit de Nice. Quant à la littérature des juristes sur la justice de Vichy, elle est extrêmement limitée. À ma connaissance, moi je ne connais que 3 thèses qui ont été faites depuis la libération sur le droit, la justice et Vichy. 3, un tout et pour tout. Pratiquement d'ailleurs, les manuels sont encore plus significatifs, car dans ces manuels, en quelques lignes, on réglait le problème. En gros, Vichy était légal, mais pas légitime. Ce qu'on débarrassait du problème assez facilement. Je crois que c'est un excès d'ailleurs de langage, parce que c'était aussi un régime illégal. La loi du 10 juillet 40 n'était pas légale pour réviser la Troisième République. Mais les juristes ont toujours eu pas mal de problèmes avec les révisions constitutionnelles. Les professeurs de droit, notamment sous la Troisième République et donc sous Vichy, puisque c'était les mêmes, étaient beaucoup plus qu'aujourd'hui des notables. Et ces notables étaient en contact avec le personnel politique et le haut personnel administratif. En conséquence, ils se sont ralliés à Vichy comme un phénomène quasi naturel, comme un phénomène de continuité. Quand on cite les grands professeurs de droit de la fin de la Troisième République, on les retrouve sous Vichy, à des postes ministériels ou dans les instances les plus élevées. Je pense au doyen Ripert de Paris, grand juriste, grand civiliste, ministre de la Justice Joseph Barthélemy, grand ministre de la Justice de Vichy, Gidel, grand internationaliste, rallié aux nazis, Laferrière, Achille Mestre, Bonnard, et 2 de nos presque contemporains, Duverger et Burdeau, qui étaient pourtant des adversaires l'un à l'autre. On attaquait d'ailleurs davantage Duverger parce que Duverger avait politiquement évolué bien davantage. Et moi j'ai bien connu Burdeau, qui en voulait pas mal à tous ceux qui le mettaient en cause, alors que bien d'autres étaient en course. Les grandes revues juridiques étaient entre les mains des vichistes. Ça a été le cas de la revue d'Alos, où est apparue très rapidement une chronique qui s'appelait Juif, avec la législation et la jurisprudence. La même chose avec la revue du droit public, dirigée par Bonnard. Et la revue du droit public, c'était la grande revue de droit français, de droit public. Et les avocats ont publié abondamment sur les lois de Vichy, notamment des mémentos pour analyser les lois antisémites. Un des plus grands avocats de l'époque, Maître Floriot, qui a sorti un énorme bouquin utilitaire pour permettre de savoir quels étaient les droits des uns et des autres, pour savoir comment on pouvait interpréter les lois antisémites, qui étaient complexes et nombreuses. Et il écrivait ça comme aujourd'hui on étudie, on publie un manuel sur le droit des successions ou sur le droit du divorce. Et je pense qu'il a eu un bon tirage et donc il s'en est très bien sorti, puisque par ailleurs il a continué à écrire des livres équivalents dans les années 60. Le livre de Maître Floriot sur le droit antisémite date de 1943. Bien sûr, il y avait aussi dans les facs de droit des résistants. René Cassin est l'un des plus célèbres, puisqu'il est parti à Londres. Mais ayant connu des membres de sa famille, dont certaines étaient à Nice, il y a encore quelques années, m'ont décrit comment il était maltraité à la fac de droit de Paris, où même le concierge de la maison, de l'établissement, ne le saluait plus dès lors que le régime était devenu antisémite. Et c'était l'une de ses raisons de son départ vers Londres, cette sorte d'exclusion de fait qu'il a subie à la fac de droit de Paris, de la part donc et de ses collègues, et même du personnel administratif et technique.
Il y a eu quelques juristes célèbres qui se sont ralliés à la résistance, des gens comme Oriou, qui sera président de l'Assemblée constituante, Prélot, Capitan, Bastide. Mais ce n'est pas la foule. C'est pas la foule. Et on les retrouve essentiellement d'ailleurs dans le mouvement gaulliste ou dans le mouvement socialiste. Pourquoi cette attitude d'un milieu, comme celui des facs de droit, très important puisqu'ils ont formaté les juristes de terrain, les juges et les avocats, je crois par un corporatisme et une sorte de positivisme très peu scientifique et très peu critique. Le positivisme, c'est le fait que dès qu'il y a une norme jugée légale, c'est ce que disait tout à l'heure, ce que vous disiez, dès qu'une norme est légale, selon les règles du moment, elles doivent être appliquées et respectées. Point final. Ce n'est pas du tout l'état de droit. Il vient d'y avoir une discussion sur l'état de droit. Ce n'est pas tout à fait celle qui est en cause aujourd'hui. L'état de droit, c'est tout autre chose que le respect de la légalité. Parce qu'il y a eu une légalité nationale socialiste, il y a une légalité bolchevique, il y a une légalité française, mais ça dépend des époques et ce n'est pas la même. L'état de droit, c'est autre chose. C'est un catalogue de principes fondamentaux qui n'ont rien à voir avec le respect de la légalité ordinaire. Je voudrais donner quelques exemples personnels que j'ai pu vivre durant ces quelques années passées. Par exemple, avec le vice-président Le Tourneur du Conseil d'État, car le Conseil d'État fait partie aussi de la justice française et qu'elle a fonctionné pendant la période de Vichy. C'était un colloque à la fac de droit de Nice sur la justice en général, la justice du Conseil d'État, la jurisprudence, et moi j'avais choisi le sujet, le Conseil d'État sous Vichy. J'étais un jeune maître de conf très naïf et j'avais fait la critique de la jurisprudence du Conseil d'État de l'époque et je citais notamment quelques arrêts de réhabilitation de fonctionnaires révoqués par Vichy mais réhabilités seulement après la fin de la guerre. Et comme j'ironisais là-dessus, le président Le Tourneur qui était dans la salle, vice-président du Conseil d'État, c'est-à-dire le vrai président du Conseil, s'est levé scandalisé disant que j'attaquais l'institution suprême du droit français et que c'était inadmissible et que, bien entendu, comme le disait le président de la Cour de cassation, le Conseil d'État avait été parfait durant ces années difficiles. Si l'on regarde pourtant la réalité, les choses sont tout à fait différentes. Sur les 200 conseillers d'État qu'il y avait à l'époque, une trentaine se sont intégrés à l'appareil de Vichy, soit au niveau de l'État, soit au niveau des institutions diverses, notamment une bonne partie des conseillers d'État qui travaillaient dans le secteur de la section consultative, qui donne les conseils pour la législation, pour l'élaboration des lois, et pas seulement pour le contentieux, et qui ont donc largement contribué à remplacer l'Assemblée nationale qui avait disparu, puisque le Conseil national, institution de substitution, ne se réunissait pratiquement pas et ne fonctionnait pratiquement pas, même s'il y avait Antoine Pinet, futur président du Conseil, qui y siégeait à côté de nombreux avocats. Une autre raison chez les juristes d'être relativement silencieux et d'être prudents sur la justice, c'est qu'ils se méfient beaucoup de la justice politique, qu'ils dénoncent systématiquement comme en disant, là encore en 2-3 lignes, en expédiant le problème, la justice politique n'est jamais juste. Je ne suis pas sûr du tout que cette formule soit suffisante, bien au contraire. Je crois que les tribunaux d'exception, qui ont été abondants sous le régime de Vichy, cette justice d'exception a fonctionné avec des juges d'abord ordinaires, désignés à partir des juridictions classiques. Des juges ordinaires qui acceptaient d'être dans ces juridictions. Pourquoi ? Pour une raison élémentaire, la promotion espérée. Et vous savez, la question de l'indépendance des magistrats n'est pas seulement une question de statut, mais c'est une question d'espérance sur une carrière facilitée. Ce n'est pas très original, mais c'est quand même très important au niveau de la justice. Par exemple, ceux qui ont accepté de siéger dans les sections spéciales étaient des juges très ordinaires, qui ont accepté tout, et on était au lendemain de l'acceptation du principe de l'abolition de la non-rétroactivité des lois qui a permis de juger des communistes pour des infractions qui n'avaient pas été commises lorsque la loi existait, qui n'avaient pas de nature
pénale lorsque la loi, le principe existait. L'indépendance des juges, elle est encore très difficile à concevoir, puisque le parquet, par exemple, que devait modifier l'avant-dernier ministre de la Justice, n'a toujours pas été réformé. Le parquet reste dépendant et le parquet a beaucoup travaillé, beaucoup fonctionné durant la période de Vichy. J'ai le nombre de saisines du parquet pendant cette période. Ça a été pratiquement multiplié par 3 ou 4 par rapport à la fin de la Troisième République. Ce qui veut dire qu'ils ont bien travaillé, à mon avis, avec cette phrase que moi j'apprécie pour cette période, comme si de rien n'était. Ils ont fonctionné dans la répression politique antisémite et anticommuniste et antigaulliste, comme s'il s'agissait de leur rôle habituel, pour lesquels simplement des motifs avaient changé. Mais peu importe, c'était pour eux, je crois, assimilé à des droits communs, beaucoup plus qu'à des droits politiques. Beaucoup ont aussi écrit juges et professeurs sous la Troisième République finissante, d'articles antiparlementaires. On critiquait beaucoup le parlementarisme de la Troisième République et beaucoup d'articles critiquant ouvertement la démocratie. Et donc, lorsque un régime s'est installé qui semblait aller dans le sens de ce qu'ils avaient théorisé dans la phase précédente, ils se sont alignés de manière banale, de manière ordinaire. Et je crois que la grande responsabilité des juristes pendant cette période, ça a été la banalisation du droit de Vichy. La banalisation, simplement. Rien d'exceptionnel, on continue notre travail comme si de rien n'était. Et évidemment, parmi les magistrats, d'ailleurs, c'était relativement crédible, car il y avait peu de militants collabos et peu de militants résistants. En conséquence, le climat n'était pas beaucoup changé dans le milieu. En conséquence, chacun pouvait continuer à vaquer à son travail, comme par le passé, en appliquant simplement des lois quelque peu nouvelles, mais qui ne les choquaient pas outre mesure, puisqu'ils étaient d'accord bien avant, pour l'essentiel. Comme si toute norme, finalement, était par nature d'intérêt public. Et je parierais fort que parmi la magistrature d'aujourd'hui, il y en a encore un bon nombre qui pensent la même chose. Toute loi par nature est d'intérêt public. Par nature. Aristote disait déjà qu'il y avait des hommes par nature qui étaient esclaves. Je ne suis pas sûr que les choses soient aussi simples. Quelques mots sur le descriptif de la justice sur la Révolution nationale entre 1940 et 1944. Je crois d'abord qu'il y a quelque chose que l'on oublie, c'est que pour que la justice fonctionne, il faut que la police, les renseignements généraux et les dénonciations fonctionnent aussi. Sinon, la justice, qui est en bout de chaîne, ne peut pas travailler. Or, on met rarement en cause ni la police, ni les renseignements généraux, ni les dénonciations. Je ne sais plus, je crois que c'était un auteur allemand, je n'arrive plus à me souvenir, qui a écrit des livres en utilisant les archives allemandes sur les dénonciations en France pendant la collaboration. Et il étudiait dans un chapitre les dénonciations classées par profession en France. Et ceux qui venaient en tête, je m'en souviens, je n'ai pas retrouvé le bouquin, je ne l'ai pas trouvé, je ne l'ai plus trouvé, c'était les médecins. Les médecins qui, en dénonçant tel ou tel de leurs confrères, ramasser sa clientèle. Ce qui est évidemment assez logique, puisque dans un périmètre de quartier, si l'on dénonce le médecin qui est juste à côté et qui fait concurrence, on récupérera sa clientèle. Il y a une sorte d'amnistie générale, de silence complet, même sur ces fonctionnements de la police, des RG et des dénonciations. Et pourtant, la police de Vichy était dirigée par Bousquet, pendant un bon moment, doté de brigades spéciales qui représentaient 10% des effectifs et qui travaillaient exclusivement contre les ennemis de l'intérieur. À la fin de la guerre, je n'ai pas souvenir, mis à part Bousquet, encore qu'il a bénéficié d'un sort particulier. Il y a une répression très sévère, une épuration très sévère. Et le réveil un peu tardif de la police française pour la libération ne me paraît pas suffisante pour expliquer cette indulgence. La collaboration avec la justice allemande, avec la police allemande, a aussi été très efficace. Dans les pays où il n'y avait pas de collaboration, ou peu de collaboration officielle,
je crois que la Gestapo et la police allemande avaient beaucoup plus de difficultés à poursuivre et à rechercher les adversaires de l'occupation et des nazis. La justice ordinaire est peut-être plus intéressante dans son fonctionnement durant cette période que la justice d'exception. Cette justice ordinaire a fonctionné dans la continuité de la Troisième République, avec les mêmes juges, les mêmes postures, les mêmes débats sur les problèmes procéduraux. Et je crois que la procédure, qui est une question majeure dans le fonctionnement de la justice, beaucoup plus que le fond, la procédure a été beaucoup plus source d'animation intellectuelle chez les juges que les actes mêmes, l'impact social et politique des nouveaux textes qu'ils devaient appliquer. Et j'ai retrouvé malheureusement dans l'ouvrage de Dupond-Moretti qui est sorti il y a très peu de temps, une phrase qui me paraît inquiétante et préoccupante. La voici: les juges font du droit, pas de la morale, car la morale est affaire personnelle. C'est un peu, pour moi, assez ennuyeux pour un garde des Sceaux d'orienter la magistrature dans ce sens, quand on sait que la justice a déjà du mal à appliquer le droit sans se préoccuper trop de procédures et de techniques juridiques, en se préoccupant presque pas de l'impact sociopolitique de ce qu'ils décident. Les tribunaux d'exception, on peut les citer, il y en a eu un grand stock sous Vichy. D40, Cour suprême de justice, pour les atteintes à la sûreté de l'État, pour les ex-ministres et leurs proches. C'est ce qui a fonctionné pour Riom. Les cours martiales, pour les crimes contre la patrie, pour les dissidents gaullistes notamment. En 1941, c'est la grande année, section spéciale, tribunal d'État, qui fonctionne à plein contre les juifs, contre les communistes, contre les résistants, avec Puchot et Barthélemy directement responsables, notamment des sections spéciales. 1941, c'est aussi la Cour criminelle spéciale pour les délits économiques sur lesquels il faudrait s'attarder parce que c'est une zone, à mon avis, peu étudiée. Et pourquoi peu étudiée alors que bon nombre d'entreprises ont collaboré, mais là encore comme si de rien n'était, parce qu'il faut bien vivre quand on est responsable économique et qu'il faut assurer le travail de l'entreprise. Un argument que l'on retrouve constamment, quelles que soient les conséquences, il faut que l'économie ça tourne, et pour que ça tourne, quelles que soient les circonstances, eh bien, il faut collaborer avec ceux qui ont les moyens. Le mur de l'Atlantique a coûté moins cher à ceux qui l'ont fabriqué que les articles de Brasillac ou de Drieux-La Rochelle. Et c'est quand même un peu préoccupant, pour ma part. En 1944, on en a encore créé quelques-unes, les nouvelles cours martiales, les cours criminelles extraordinaires, le tribunal du maintien de l'ordre, à laquelle il faut ajouter les tribunaux militaires. Nouvelle cour martiale a signalé que c'est pour cette fois Darnan qui désigne les membres de cette nouvelle cour martiale et que des miliciens en font partie, évidemment. Alors ça, on en est à l'extrême limite. Je ne suis pas sûr, là, cette fois-ci, que les juges étaient tous d'accord pour fermer les yeux sur ce problème, mais pour autant, je n'ai jamais vu se manifester quelqu'un sur ce terrain. Et puis vient la libération. Et la question qui se pose me semble être celui de ou bien y a-t-il eu épuration sauvage et massive, ou bien non-épuration, ou épuration très limitée. Aujourd'hui, avec les archives qui s'ouvrent, on a à peu près les chiffres, semble-t-il, exacts, du moins c'est la position de Saunier et Riz, qui donne les chiffres suivants, je les donne. Chiffre bilan de l'épuration avant la libération, c'est-à-dire les actes de guerre commis dans la dernière période, exécution sommaire, puis à la libération après la victoire, cela donne un total de 8348 exécutions sommaires avant la fin de la guerre, 3114 après le début de la libération. Les défenseurs indulgents du régime de Vichy, qui dénonçaient cette épuration sauvage, disaient plus de 120 000 victimes.
Les chiffres sont donc très différents, entre 8 000 et quelques et 120 000. Je ne suis pas capable de trancher, mais il me semble néanmoins que ce que l'on peut savoir dans les Alpes-Maritimes, c'est un nombre relativement limité d'exécutions, que ce soit dans la dernière période ou que ce soit après la libération, même si bien sûr il y a un certain nombre d'actes arbitraires, parce que certains ont été sévèrement punis par une exécution capitale, alors que leur collaboration et leur activité a été limitée, et d'autres ont été oubliés, notamment des personnalités qui sont devenues ensuite des responsables politiques locaux importants. Ne disons rien, puisque néanmoins ils sont décédés. Le temps fait bien les choses. Mais on peut citer par exemple parmi les notables qui ont été exécutés, Maître Binsat qui a été bâtonnier à Nice et qui a été exécuté en tant notamment que notable. Je crois qu'effectivement il y a eu aussi des problèmes particuliers. Je pense aux communistes, par exemple aux communistes niçois, qui étaient, comme les autres en France, sensibles à l'élimination des notables jugés comme plus responsables que les autres. Il est vrai que lorsque théoriquement on est un notable, on a une influence et un rôle plus important que ceux des autres. Et qu'en conséquence, etc., etc. Mais il y avait évidemment dans le projet communiste un projet de révolution sociale qui impliquait bien sûr une relégation de ces notables. Et donc on peut imaginer des excès et des abus dans ce domaine. Je peux aussi citer, toujours de la part des communistes, mais j'ai aucune preuve, et ce n'est que la rumeur, ce ne sont que des rumeurs, qu'une cellule s'est constituée immédiatement après la libération de Nice, au Palais de la Méditerranée, chez les personnels du casino, et qui en ont remis, pour se valoriser, j'imagine, avec une affaire de femme tondue. Je n'ai jamais pu savoir si c'était exact ou pas, mais les rumeurs, je les ai entendues. Une cellule de néo-communistes qui venaient d'adhérer ou presque, et qui avaient besoin de s'affirmer comme de vrais résistants, et qui ont pratiqué des choses qui ont été d'ailleurs condamnées par la direction, mais un peu tardivement. Donc il y a eu des abus inévitables. J'avais fait une petite étude sur l'histoire de cette période dans la région de Puget-Théniers. Il y a eu des exécutions complètement stupides entre des faux résistants et des fausses collaboratrices. Je pense à l'épicière de Touette-sur-Var, je crois, qui a été exécutée comme ça pour rien du tout, comme s'il y avait presque deux clochards qui se sont affrontés, deux ivrognes plutôt. Donc il y a eu, comme dans toutes ces périodes, la Révolution française, il en a été de même. Toutes les révolutions, la Commune de Paris, etc., bien sûr. Le Directoire aussi, enfin la veille du Directoire, etc. À chaque fois qu'il y a un certain nombre de désordres et de possibilités que l'homme devienne un barbare, les barbares apparaissent. Ça, c'est clair. Et je crois que c'est pas demain la veille que ça va s'arrêter. Je pense qu'on peut prévenir nos enfants ou nos petits-enfants, ils peuvent s'attendre à tout, comme le montrent d'ailleurs les circonstances d'aujourd'hui. Les tribunaux d'exception, pendant cette période, et je vais bientôt terminer, ont été aussi nombreuses, mais n'ont pas donné de très grands résultats. La Cour de justice, qui a été créée dès juin 1944, près de chaque cour d'appel, qui devait juger tous les actes de la collaboration, n'a pas donné grand-chose. Ils ont jugé 12 400 personnes. Il y a eu 2853 peines de mort, 767 exécutés. Ce n'est pas un chiffre énorme pour une juridiction de ce style. La Haute Cour de justice, novembre 1944, qui devait juger les personnalités avec des jurés tirés au sort, 3 peines de mort exécutées, 17 peines de prison, 14 dégradations nationales et 3 acquittements. Là encore, c'est une justice qui a fonctionné. Les magistrats d'aujourd'hui voudraient bien fonctionner avec ce rythme-là, étant donné le peu d'affaires qu'ils ont eu à statuer. Décembre 1944,
les chambres civiques, avec des changements dans la composition, des magistrats, plus des conseillers généraux. Il est à noter que dans toutes ces juridictions d'exception, là encore, on retrouve des magistrats professionnels. Et je crois que là encore, on le sait très bien, dans toutes ces juridictions, les professionnels jouent un rôle déterminant, comme dans les cours d'assises aujourd'hui. Les jurés ne jouent qu'un rôle secondaire pour des tas de raisons, notamment procédurales. En conséquence, les magistrats sont principaux responsables de cette jurisprudence, qui me semble banale par rapport à tous les phénomènes historiques que l'on peut connaître et assimiler. Et puis, il y avait les tribunaux ordinaires, dans la période de retour à la normalité, comme on dit. Eh bien, la 4e République a repris les pratiques de la 3e et de Vichy, avec le même ronronnement, me semble-t-il. Ils ont statué, d'ailleurs, avec de plus en plus de tolérance au fur et à mesure que le temps passait. Et ça, je crois que c'est aussi un phénomène tout à fait extraordinaire, que la justice rendue dans les premiers jours de la libération a été infiniment plus sévère que la justice rendue 2-3 ans plus tard. Et je trouve que c'est ça la vraie rupture avec une vraie justice, une justice qui tient compte du temps qui passe et non pas des faits réels. Je pense que Brasillac n'aurait pas été fusillé s'il avait été jugé 3-4 ans plus tard. Même 2. Il faut dire que l'ordre du jour avait changé. 1947, c'est le début de la guerre froide. Et le début de la guerre froide bouleverse complètement les rapports de force, les préoccupations, les inquiétudes, les intérêts politiques des uns et des autres, et les relations internationales. Simplement, je pense qu'il faut se dire peut-être que la guerre est un événement, la guerre dans tous les sens du terme, la guerre politique, la guerre militaire, la guerre idéologique, crée les conditions d'une rupture inévitable, et que dans le cadre de cette rupture, tout devient possible. Car les hommes sont capables de tout, d'actes extraordinaires de courage, comme on l'a vu pour les résistants, et d'actes pitoyables, lamentables, de destructeurs et de barbares. Et le problème n'est pas celui de la couleur des gens, des uns ou des autres, ni de l'engagement idéologique, ni de la race à laquelle on appartient, ni de la catégorie sociale, mais de toute autre chose qu'on n'a pas encore su évaluer. Dans ce domaine, je crois qu'on a été un peu indulgent dans la présentation des hommes d'Église. Bien sûr, il n'y a rien à dire sur ceux qui ont été présentés, je suis tout à fait d'accord. Mais, à chaque période historique, l'Église dominante de chaque pays est du côté du pouvoir, est avec le pouvoir. Ou bien il est le pouvoir, comme c'était le cas dans de longues périodes dans l'histoire, ou bien il est à côté du pouvoir pour bénéficier de son appui. Et je pense que le résultat, évidemment, n'est pas la création d'un contrepoids, d'un contre-pouvoir, mais d'un accélérateur des tendances pas les plus vertueuses. Je crois que c'est vrai non pas seulement dans les pays arabes, comme on le dit aujourd'hui, mais aussi dans les pays occidentaux. Si on regarde aussi le rôle des églises évangéliques, si on regarde le cas de quantité d'autres religions, je ne suis pas absolument certain que ce soit un frein à la barbarie. Mais au contraire, une légitimation qui arrange les consciences. Il faudrait, pour être complet, et j'arrête là, parler aussi de comment a fonctionné durant toutes ces périodes la justice dans les territoires coloniaux et comment s'est manifesté les comportements des vichistes, des gaullistes, des communistes, etc. dans ces territoires avant leur indépendance. J'ai des témoignages importants, je pense à celui que j'ai recueilli parce que je fréquentais dans une ONG à Genève Ben Bella après sa présidence d'Algérie, quand il était à la retraite, disons, politique. Et il m'a raconté comment, après avoir participé aux batailles de la Deuxième Guerre mondiale, notamment la campagne d'Italie, Cassino, etc., et le débarquement aussi en Provence, comment la déception a été immense lorsque les soldats algériens ont été démobilisés et sont rentrés dans leur pays où ils croyaient qu'ils allaient
pouvoir négocier un autre monde, une autre société, et que rien ne s'est passé. Avec le drame du Constantinois, qui a provoqué des milliers de morts et des centaines de jugements et plusieurs exécutions capitales. Je crois que la guerre d'Algérie a commencé là, pas en 1954, mais a commencé dès la libération, dès la fin de la guerre, comme si précisément tous ces Français qui avaient participé à la libération du territoire contre l'occupant nazi n'avaient pas appris grand-chose de la leçon qu'ils auraient pu connaître. Et ce qui montre bien précisément que l'histoire se répète, et je crois que c'est Marx qui a dit « l'histoire c'est souvent une série de redites, mais ça finit toujours par une farce, et souvent une triste farce ». Pourquoi toutes ces prudences et tous ces atermoiements? Là, je crois que c'est Orwell qui nous donne une réponse. Et pourquoi peut-être moins de monde aujourd'hui qu'il pourrait y en avoir? Parce que, comme Orwell disait, celui qui conserve la mémoire conserve le présent. Et peut-être qu'on ne veut pas du tout conserver cette mémoire-là, celle de Vichy et celle de la Libération.